Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour notre heure d'entretien autour de l'actualité. Le dialogue Trump-Poutine a-t-il porté ses fruits? Les deux dirigeants se sont mis d'accord lors d'un appel téléphonique sur le principe d'une trêve en Ukraine, mais avec l'exigence de la part des Russes, inacceptable pour les Ukrainiens, de l'arrêt de tout envoi de matériel militaire et du désarmement de l'Ukraine. Ce à quoi les Européens, notamment le président Macron et le chancelier Scholz, se sont opposés, assurant qu'ils continueraient le soutien à l'armée ukrainienne face à l'agression russe. Emmanuel Macron, qui s'est adressé mardi aux militaires et aux Français, bien sûr, depuis la base aérienne de Luxeuil-et-les-Bains, en Haute-Saône. Il a martelé que notre pays allait poursuivre son effort de réarmement avec davantage de commandes d'avions Rafale, une mise en scène très étudiée dont nous allons parler, tout comme du petit guide qui sera distribué aux Français, un kit d'urgence pour tenir 72 heures en cas de catastrophe naturelle ou de conflit armé. On verra ce que vous en pensez, mon cher Michel. Le port du voile dans le sport a provoqué à nouveau la polémique cette semaine au sein du gouvernement de François Bayrou. Le Premier ministre a réuni ses troupes pour faire taire la cacophonie régnant entre ses ministres. Mais plus globalement, qu'est-ce que cette polémique autour des signes religieux dans la pratique sportive dit de l'état du débat sur l'entrisme islamique dans notre société? Avons-nous progressé? Avons-nous régressé? Je vous pose la question dans un instant. On évoquera aussi le débat sur la réforme des retraites, le conclave plutôt, qui semble mal parti après les déclarations de François Bayrou sur l'impossibilité d'un retour à 62 ans et les portes qui claquent du côté des syndicats. Là encore, que dire d'un pays qui passe sa vie à débattre de l'âge de départ en retraite plutôt que la façon d'aider les jeunes à réussir leur vie, notamment professionnelle. Enfin, l'évacuation houleuse par les forces de l'ordre du théâtre de la Gaîté Lyrique après 3 mois d'occupation illégale par des sans-papiers de jeunes hommes dont la plupart affirmaient être des mineurs. Que pensez-vous du rôle des associations pro-migrants qui ont encouragé ce squat, de la mairie de Paris qui a refusé jusqu'au dernier moment l'évacuation? Voilà pour le menu de nos débats. Mon cher Michel, est-ce que ça vous va ? Ça me va. Allez, c'est parti. On va commencer par l'Ukraine, les négociations de paix autour de l'Ukraine. C'est toujours au moment où les négociations avancent, d'ailleurs, que les combats sont les plus violents sur le terrain. C'est le cas actuellement. Il y a eu des conversations entre M. Trump et Poutine, entre M. Trump et Zelensky. On voit que tout ça est en train de prendre forme. Mais pour l'instant, il y en a un qui reste inflexible, c'est Vladimir Poutine. Il exige la démilitarisation de l'Ukraine, l'arrêt de tout envoi d'aide militaire à l'Ukraine, ce que refusent évidemment et l'Ukraine et les Européens. Écoutons le président Zelensky. Poutine veut que nous ne soyons pas informés lorsque des missiles balistiques sont tirés sur des civils ukrainiens. Il veut donc que nous ne soyons pas au courant de ces attaques et que nos concitoyens ne se réfugient pas dans les abris anti-bombes. Tout indique que la guerre va se poursuivre. Je ne pense pas que nous devions faire des concessions en matière d'aide à l'Ukraine, mais plutôt qu'il faudrait augmenter l'aide à l'Ukraine, car cela signifierait que l'Ukraine est prête à faire face à toute surprise de la part des Russes. Michel Onfray, vous comprenez la position du président ukrainien qui refuse de voir démilitariser, désarmer son pays? Oui, enfin, je comprends dans cette configuration que y en a un qui parle beaucoup, Trump, et qui fait assez peu, globalement, et un qui parle pas beaucoup et qui fait beaucoup, et qui est, pour le coup, Poutine. Et puis vous avez le marteau et l'enclume, et entre deux, vous avez Zelensky. Lui défend son peuple, son pays, sa nation, son territoire, il a raison. Simplement, vous savez, les gens qui n'aimaient pas le général de Gaulle parlaient du général micro. C'était le 18 juin, le général qui n'aurait qu'un micro et qui ne commanderait qu'à son micro. C'était pas peu, déjà, à l'époque. Et Trump, c'est un peu ça, c'est un peu le général micro, c'est-à-dire qu'il parle, il y a qu'à, il faudrait, on fera, moi je vais appeler Poutine, et Poutine, tout simplement, Poutine, c'est pas son domestique, et Poutine, il décroche le téléphone s'il veut, quand il veut, comme il veut, et quand il a décidé qu'il décrocherait le téléphone, c'est pas pour dire oui aux propositions de Trump. C'est facile de dire, il y a qu'à, il faudra, et moi je lui dirais, Vladimir, va falloir que tout ça se calme, on va dépecer l'Ukraine, un petit bout pour toi, un petit bout pour moi j'ai besoin des terres rares, n'oublions jamais que les États-Unis, c'est un pays impérialiste depuis 1620, on en avait déjà parlé de l'arrivée du Mayflower, et que globalement, le pauvre Zelensky, il ne sait pas quelle sauce il va être mangé. Est-ce qu'il va être mangé à la sauce poutinienne ou est-ce qu'il va être mangé à la sauce trumpienne? Et il sait très bien que de toute façon, l'Europe le soutient, mais ne pourra pas faire grand-chose. Que peut l'Europe, quand elle a démilitarisé son territoire depuis des années, quand on a mis à la porte le général de Villiers en faisant savoir que les militaires qui voulaient remilitariser la société française, c'était des gens qui se trompaient. On l'a forcé à la démission, pour être très précis. Oui,
Bien sûr. Bien sûr. Alors qu'il disait des choses intéressantes. Général de Villiers, moi j'aimerais bien trouver parfois une petite souris pour savoir comment réagissent un tel ou un tel. Philippe de Villiers m'a donné quelques informations, qui sont des informations, jadis, qui sont des informations privées dont je ne ferai pas usage. Mais je veux dire, parfois c'est sidérant de voir comment les chefs d'État passent à côté de l'histoire. Or, il y en a deux, là au moins, qui font l'histoire. Moi j'ai longtemps dit que le grand homme, ça n'existait plus en Europe. Ça paraissait évident. Là, on voit réapparaître la théorie du grand homme. La décision de Poutine, la décision de Trump, c'est pas la même chose. Trump, il pense que dès qu'il parle, ça va marcher. Il est dans le performatif. Et vous avez Poutine qui sait très bien qu'il faut peser les mots et que s'il dit quelque chose, ce sera suivi des faits. Les dictateurs disent toujours ce qu'ils font, ils font toujours ce qu'ils disent, il n'y a aucun problème, c'est un autocrate, etc. Donc, c'est un bras de fer, pas sûr que Trump le gagnera. Poutine n'a de toute façon pas l'intention de le perdre. Alors, on va continuer en évoquant le président Macron. Il s'est rendu cette semaine, mardi, sur la base aérienne de Luxeuil-les-Bains. Peut-être en avez-vous vu quelques images, c'est en Haute-Saône, pour s'adresser aux militaires qui étaient en tenue tout autour de lui. Il y avait d'un côté un Mirage, de l'autre côté un Rafale. Il a annoncé des nouvelles commandes de Rafale, et puis il y a eu cette phrase lourde de sous-entendu « Ici, nous savons ce que c'est d'être occupé ». Écoutons Emmanuel Macron. Nous continuerons de soutenir l'Ukraine face à la guerre d'agression, parce que nous savons, par notre histoire et dans notre géographie, en particulier ici, ce qu'être occupé signifie. C'est une allusion très claire à l'occupation allemande, Michel Onfray. Évidemment. Évidemment. Hier, on se met à la place des Ukrainiens, on sait ce que c'est d'être occupé. Mais c'est de toute façon, il y a un usage sémantique de la Deuxième Guerre mondiale qui est perpétuel. Marine Le Pen, c'est Adolf Hitler, chacun le sait, et puis lui, c'est Jean Moulin. Donc il est là entre Rafale et Mirage. Il dure plus un Mirage qu'une Rafale, ce président de la République, et il est en train de lire un texte qui lui a été évidemment préparé, dans lequel on lui dit le schéma, c'est occupation, libération, etc. On déteste le général de Gaulle, mais pour le coup, il serait le général de Gaulle d'un pays occupé qu'il faudrait libérer. Enfin voilà, la logique sémantique. Bientôt, on va nous donner des petits livrets pour nous expliquer comment il faudra se comporter, parce qu'il veut la guerre. Vous pensez véritablement qu'il ne prépare pas plutôt la paix en préparant la guerre ? Pas du tout, il prépare sa propre paix. Je pense que l'agenda de ce monsieur n'est pas la France, l'agenda de ce monsieur, c'est lui-même. Et dans son agenda, la guerre est intéressante. La guerre est susceptible d'être instrumentalisée. Les grands cyniques, c'est ça, vous savez, ils n'ont pas peur de... Là, je suis en train de lire une histoire des États-Unis qui est assez sidérante. Je n'imaginais pas le degré d'impérialisme de ce pays qui crée des guerres, qui fabrique des prétextes, qui invente des prétextes. Tant qu'ils n'ont aucun intérêt à faire une guerre, ils ne font pas de guerre. Quand ils ont intérêt personnellement à faire une guerre, ils la font. C'est un intérêt économique, un intérêt idéologique, un intérêt électoral, mais ce n'est pas l'intérêt de la liberté. Je ne vais pas revenir sur le 6 juin 1944, mais les garçons de 18 ans qui aiment tellement la liberté qu'ils viennent se faire trouer la peau à Utah, les plages normandes, etc. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils avaient l'intention d'un impérialisme en France, la fameuse politique de l'âme-goth, etc. C'est comme ça que ça se passe avec l'Ukraine. Et l'Europe n'a pas les moyens de sa puissance. Lui, il veut être le chef d'une puissance dont il se dit qu'elle est susceptible d'être créée par le propre fait de sa volonté. Je veux que l'Europe devienne une puissance, je veux que nous ayons une armée européenne, je veux être le chef de cette puissance européenne, je décide qu'il va y avoir une libération, et cette libération, c'est moi, général de Gaulle, alias Macron, qui vais en prendre la direction. C'est terrible. Parce que en tout cas, c'est un idéal. Chacun sait que... L'idéal, quand on est chef d'État, l'idéal, c'est la France. Et accessoirement, les Français. Donc là, on a le temps. Et qui est ce chef des oligarques qui est Emmanuel Macron, qui n'est pas capable de solliciter le peuple français ? Le peuple français a des choses à dire tout de même. Le peuple français, quand il s'agit des bonnets rouges, quand il s'agit des gilets jaunes, quand il s'agit des paysans, lui dit il n'y a pas d'argent. Arrêtez de nous ennuyer, il n'y a pas d'argent. Vous voulez la retraite à 62 ans, il n'y a pas d'argent, c'est pas possible, etc. Mais la guerre, il y a de l'argent. Mais alors, il faudrait solliciter les Français sur quoi ? On leur poserait quelle question ? Mais si on est un chef d'État, on n'a pas besoin... Théoriquement, on sait ce qu'est le peuple. On n'a pas besoin de lui poser des questions quand on connaît déjà les réponses. Les Français ne sont pas pour cette guerre. Non, les ils Français sont prêts pour participer au réarmement de leur pays. Ça, ils sont tout à fait d'accord. De leur pays, ça dépend de quoi faire. S'il s'agit de réarmer la France pour que la France prenne la tête d'une expédition punitive contre les Russes, parce qu'il s'agit de ça. Ce qu'il veut, c'est quoi ? La guerre contre les Russes. Le problème, c'est pas de défendre les Ukrainiens. Défendre les Ukrainiens, pour lui, c'est pas son problème. Il est déjà en train de nous dire, vous avez vu, nos Mirages, nos Rafales sont déjà en train de gérer des problèmes. Nous sommes aux côtés des Ukrainiens pour combattre la Russie. Est-ce qu'il est prêt à ce que les Russes disent, bon, bah, très bien, la France va devenir notre terrain de jeu militaire. Et comme le disait, je ne sais plus si c'était Lavrov, mais on se demande si on va commencer par Lyon, si on va commencer par Nice, par Strasbourg ou par Paris. C'est de l'intox russe, ça. C'est de l'intox russe.
Qui dit que c'est une intox? Et c'était déjà de l'intox quand on disait que la Russie n'entrerait pas... quand on disait elle va entrer en Ukraine, etc. Mais quand elle est entrée en Ukraine, on s'est dit, mince, on ne savait pas que. Donc moi, je veux bien tous les généraux de plateau là, qui nous disaient des choses et auxquelles on ne dit jamais. Vous avez dit très exactement le contraire. Donc ceux aujourd'hui qui nous disent... Même chose pour les médecins et le Covid. Hein. Oui, c'est vrai. Ceux qui nous disent il n'y a pas de danger, il y a du danger avec la Russie. Bah oui, pour la France, oui, il va y avoir un danger si effectivement on dit on est partie prenante d'une guerre. On va armer pour pouvoir attaquer la Russie. Bah évidemment qu'il y aura la guerre. Et il a les moyens. Pour se défendre. Non, se défendre, c'est toujours ça. Ce sont les logiques qu'on met en avant pour dire qu'on se défend, mais on se défend quand on est agressé. Moi, je veux bien qu'on se défende quand on est agressé. Quand est-ce que la France a été agressée par la Russie? Ah, il y a eu un hôpital qui a été agressé par des cyberattaques, etc., etc. D'abord, j'aimerais bien qu'on fasse... Comment? C'est une réalité. D'autant qu'il n'y aura que des attaques comme ça ira à peu près. S'il s'agit de mettre en l'air le fonctionnement d'un hôpital de sous-préfecture... Ça cause des vies humaines, évidemment. Oui, je veux bien, mais je pense que c'est pas exactement la même chose que de recevoir une bombe sur Caen ou de balancer du gaz toxique sur Nancy, par exemple, ou d'envoyer des chars en direction de Paris. C'est ça qu'on risque d'avoir si vraiment on veut mener cette guerre. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. On va parler de ce petit manuel d'urgence qui va être adressé à tous les Français, un petit guide pour savoir ce qu'il doit y avoir dans un petit sac à dos au cas où il y a un événement majeur, ça peut être une catastrophe naturelle comme un conflit armé, de l'eau, des médicaments, c'est assez vaste. On va juste écouter ce qu'en pensent les Français parce que pour voir si ça leur fait peur, si on continue sur ce chemin de la peur. Écoutons leur réaction après l'évocation de ce petit kit de survie. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit spécialement nécessaire, dans le sens où aujourd'hui on est déjà tous informés par les réseaux sociaux, on voit même la télévision, les médias, on voit déjà tout ce qui se passe autour. Je vis au jour le jour et je n'ai pas peur de demain et si ça doit arriver, on trouvera toujours une solution. Je pense que c'est toujours une bonne idée de se préparer à des événements qui peuvent être durs, difficiles, tragiques. Le pire, c'est de ne pas être prêt et malheureusement, c'est ce qui arrive encore trop souvent. Voilà pour ces réactions de Français. Ça participe pour vous à ce climat qu'on entretient ou est-ce qu'au contraire on dit aux Français voilà, soyez vigilants? Pas du tout, c'est la dramatisation. Moi je vois des gens autour de moi, y compris ma vieille maman, qui me dit tu crois que la guerre est possible? Parce que tout est dit pour ça. Vous avez un chef d'État, vous avez des gens qui croient encore en la parole de ce chef d'État et qui nous dit nous sommes en guerre. Si on est en guerre, c'est qu'il a les moyens de pouvoir le dire, et il sait des choses que nous ne savons pas. Donc oui, effectivement, il faut créer la peur. Mais toujours dans ce livre que je suis en train de lire, je suis étonné de voir qu'à chaque fois que les Américains veulent une guerre, ils créent des prétextes. Souvenez-vous de je ne sais plus quel personnage qui montre un liquide en nous disant regardez les Irakiens. Le général Powell. C'est Powell. C'est ça. Qui nous dit regardez, ils ont des armes, ils ont ceci, les preuves c'est là, etc. Il faut vite y aller. Et là, vous avez, moi je me souviens d'intellectuels Germano-Pratin qui nous disaient vous n'avez pas vu la preuve. Mais j'ai juste vu un tube à essai avec peut-être de l'huile et du vinaigre dedans. Et on nous dit le danger il est là. Et là on nous dit le danger il est où? On a attaqué l'hôpital de, je sais pas quoi, de Condé-sur-Noireau. Et c'était des Russes qui étaient derrière. Vous voyez bien que la catastrophe nucléaire est proche. C'est un discours belliciste, c'est un discours belliqueux, c'est un discours agressif, c'est un discours polémique. Et il fait le kéké avec Poutine en face de lui. Je ne sais pas s'il sait que Poutine, il a avec lui la Chine de Xi Jinping également. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de jouer les gros bras comme ça quand on est chétif et malingre? Je ne crois pas. Michel Onfray, encore un tout petit mot de l'état d'esprit des Français. Donc on a entendu leur réaction là. Ils vont être aussi sollicités financièrement. Ce ne sera pas un grand emprunt national, mais a priori c'est un produit de placement à partir de 500 € pour les citoyens qui souhaitent participer à l'effort de réarmement du pays. Est-ce que c'est une idée qui vous semble la bonne? Il y a déjà eu des grands emprunts à travers l'histoire française pour soit financer la fin de la guerre, soit financer la guerre. Je trouve ça obscène de demander à des gens qui ont du mal à finir leur mois de trouver 10 €, 20 € pour fabriquer une guerre contre Vladimir Poutine. Il veut payer la guerre qu'il veut s'offrir contre Poutine avec l'argent des Français, en ignorant qu'il y a des Français aujourd'hui qui ne peuvent pas se loger, qui ne peuvent pas faire 3 repas dans la journée, payer des études à leurs enfants, changer de vêtements, enfin s'acheter des nouveaux vêtements quand mais là, c'est un produit de placement, c'est volontaire. C'est vous, au lieu de mettre sur votre livret A, vous prenez l'argent et vous le mettez sur ce plan pour la défense. Pour faire la guerre. En gros, on vous demande... Pour se réarmer, en tout cas. Se réarmer, pourquoi faire? On se réarme pour faire la guerre. Non, il faut dire très précisément les choses. J'ai décidé tout seul, comme un oligarque, de faire la guerre. J'ai besoin
besoin d'argent, donnez-moi de l'argent. D'ailleurs, quand il verra que très peu de gens donnent de l'argent, il y aura probablement des lois, je ne sais pas, il faudrait demander à des spécialistes, j'ai eu l'occasion d'en parler, la loi Sapin ou je ne sais quoi, qui consistera à dire, désolé, vous n'avez pas donné beaucoup, on va prendre beaucoup. Donc il ne va pas lever des impôts, il va juste dire, vous, on va prendre au-dessus, là, etc. Évidemment, il y a des gens qui ont les moyens d'avoir de l'argent ailleurs. Que ce soit en Suisse, que ce soit dans les paradis fiscaux, je ne sais quoi. Ceux-là, de toute façon, ils ne mettront pas la main à la poche. Mais c'est le petit qui va encore être tapé. Et à qui on va dire, dis donc, moi j'ai décidé d'une guerre, il va falloir la faire. Je suis un démocrate, je suis un gaulliste et un gaulien, il faut demander au peuple s'il veut cette guerre. C'est pas Emmanuel Macron qui décide avec 2 ou 3 personnes, dont un philosophe par-ci, un conseiller diplomatique par-là, qu'il faut aller taper, il y a des philosophes qui sont généreux du sang d'autrui. Mais vous, le souverainiste, vous ne pouvez pas être contre le fait que la France se prépare mieux, réorganise sa défense, mette un peu plus d'argent pour son armement. Bien sûr, à quoi j'ajoute, s'il s'agit de défendre l'intérêt national, le bien public, la France, les Français, le pays. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit de faire un effort personnel pour aller défendre autrui. C'est exactement la même chose avec les aides au développement un peu partout sur la planète. A-t-on assez d'argent, autant d'argent que nous ayons besoin de soutenir le Sénégal, de soutenir la Chine? A-t-on assez d'argent pour pouvoir aller faire cette guerre ici, cette guerre ailleurs, une autre guerre ailleurs? Est-ce qu'on va décider de mettre de l'argent dans un conflit qui oppose, par exemple, le Tibet et la Chine? C'est bizarre. On pourrait aussi, avec les grandes déclarations de droits de l'homme, dire, écoutez, le Tibet est occupé par la Chine, libérons le Tibet, il se joue là-bas, la liberté de la planète entière, etc. Vous entendez, les Tibétains, ils peuvent crever. Il n'y a aucun problème. Le conflit ukrainien se déroule sur le sol européen, Michel. Et la Russie fait partie de l'Europe, je vous le rappelle aussi. C'est-à-dire que quand la moitié européenne de la Russie a demandé à adhérer à une Europe, cette Europe méprisante a fait savoir à Poutine qu'il n'en était pas question, trop petit, mon ami. Et maintenant, on humilie un peuple. C'est un peuple aussi. Moi, je n'aime pas Poutine, je ne défends pas Poutine, je ne roule pas pour Poutine. Je défends le peuple russe, comme je défends le peuple ukrainien aussi. Et je souhaiterais, moi, par exemple, que c'est la même chose avec Israël, c'est la même chose avec Gaza. Votez. Voulez-vous faire la guerre? Voulez-vous la paix? Quel type de paix voulez-vous? Les citoyens existent. Tant qu'on ne fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire de manière gaulienne, je rappelle que quand le général de Gaulle règle le problème de l'Algérie, et que les gens disent qu'il a abandonné l'Algérie, le général de Gaulle n'a pas abandonné l'Algérie, il a fait un référendum. Et il a fait un référendum où tout le monde a voté, pas seulement les Algériens, comme la France le fait, en Nouvelle-Calédonie, on va faire un vote, puis 2 votes, puis 3 votes, jusqu'à ce que vous compreniez qu'il va falloir voter pour ceci, pour cela. Le général de Gaulle, il dit, je demande à tout le monde. Les gens de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, les Français, n'importe quelle région française, et les Algériens, et les Français ont massivement voté pour l'indépendance algérienne. Ça s'appelle être gaulien. On demande au peuple. Depuis quand demande-t-on au peuple? A-t-on demandé au peuple la dernière fois? C'était quand? Sur cette question de guerre, moi, après tout, je veux bien. Et que ce ne soit pas qu'on décide d'une guerre si le peuple la souhaite. Si on sollicite les Français, et pas les partis politiques, qui ont un agenda présidentiel, tous, c'est-à-dire que de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, en passant par les Républicains et les autres, ils sont tous là en train de se dire moi, je veux être candidat et je veux même être élu. Mais le peuple, c'est pas compliqué si on ne défend pas le peuple, le suffrage universel, le référendum, la possibilité de trancher sur des questions majeures comme celle-ci, alors on est oligarque. Il va falloir parler d'Emmanuel Macron comme un oligarque désormais, et de quelques-uns qui sont avec lui, parce que l'oligarchie, c'est le pouvoir d'un petit groupe, et dénoncer les oligarques qui veulent faire la guerre. Elle se fait toujours sur le dos des peuples, les guerres. Elles se font toujours sur le dos des peuples. On vous a entendu, Michel Onfray. Un tout petit thème avant notre pause. Cette polémique autour du port du voile dans le sport qui a semé la zizanie au sein du gouvernement de François Bayrou. Des ministres étaient pour, d'autres contre. Certains ont même menacé de démissionner si on cédait sur cette partie-là. On va écouter Aurore Berger rappeler la position du gouvernement, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. Il y a une ligne et il y a une seule ligne au sein du gouvernement, soutenir la proposition de loi telle qu'amendée et telle qu'adoptée le 18 février dernier au Sénat. Cela veut dire quoi sur la ligne du gouvernement? Que tout simplement, un terrain de sport n'a pas à être un lieu d'entrisme religieux, d'entrisme islamiste, et que sur un terrain de sport, il n'y a qu'un seul maillot, celui de l'équipe, et en aucun cas des maillots politiques ou des maillots religieux. Voilà pour Aurore Berger. Au-delà de ce cas précis, qu'est-ce que ça dit, Michel Onfray, de l'état du débat sur les sports de signes religieux dans le sport? Et est-ce qu'on a progressé, est-ce qu'on a régressé sur ce sujet-là? Alors on en est toujours là. On en est toujours là depuis 1995 et l'affaire du voile de Creil.
Oui, c'est un joli concert de violon, Madame Berger, parce que tous ces gens-là qui nous disent qu'il faut effectivement la laïcité, les femmes, le féminisme, etc., quand il s'agit de voter au deuxième tour des législatives, ils sont votés pour des gens qui sont en train de défendre le port du voile partout en France. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ça, et puis le jour où on voit le fascisme chez Marine Le Pen, ou le nazisme chez Jordan Bardella, ou les camps de la mort dans le Rassemblement national, dire attention, il faut éviter ce genre de choses, donc on va voter pour les candidats LFI. Je rappelle M. Darmanin, je rappelle Édouard Philippe, je rappelle M. Attal et un certain nombre d'autres qui ont voté pour le voile, ça veut dire ça, qui ont voté pour le Hamas, en disant oui mais non pas moi, oui vous avez voté pour quelqu'un de façon symbolique en appelant à faire un front républicain contre le RN. Pas d'une façon symbolique, je vous assure que quand vous dites que c'est pas vous êtes un démocrate et un républicain et que la République elle n'est pas en danger, que je sache, avec Bardella et Marine Le Pen, c'est quoi, c'est du Chirac des années 70 hein, et encore il n'y a même pas le bruit et l'odeur, donc il faut arrêter de voir le loup là où il n'est pas. Mais, ce qu'on ne regrette pas d'ailleurs le bruit et l'odeur, c'est cette expression-là. Ah non, je défends évidemment pas ça. Terrible. Vous savez, et la misère du monde et tout, enfin tous ces gens-là qui ont dit, y compris Mitterrand, enfin je veux dire qu'ils sont tous dans des logiques électoralistes. Et là c'est exactement la même chose. On ne peut pas dire il ne faut pas de voile et puis en même temps voter pour des gens qui nous disent il faut voiler la France entière. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon a dit récemment qu'il fallait filer les clés aux Maghrébins, aux Africains, à l'Afrique subsaharienne. Alors si on donne les clés aux Africains, ça veut dire que le voile ça devient effectivement généralisé dans la France entière. On ne peut pas dire d'un côté on s'allie avec des gens qui nous disent comme ça, qui nous disent ce genre de choses, puis après oh mais c'est pas bien le voile, la laïcité, la féminité, le féminisme. Mais il faut tenir bon quand même sur ça. Moi je dis toujours que le problème c'est pas le voile, c'est pas j'ai utilisé une formule un jour en disant c'est pas ce qu'il y a sur la tête, c'est ce qu'il y a dans la tête. Moi, je vois des gamines qui ont 16-17 ans, pimpantes, fringantes, jolies, mignonnes, etc. Elles ont le voile. Elles ne sont pas intégristes et n'ont pas envie de la charia, d'installer la charia en France. Je vois des vieilles dames parfois, ridées, fatiguées, des jolies vieilles dames maghrébines qui portent aussi le voile. C'est la même chose, elles ne veulent pas la charia en France. S'appuient sur une canne ou sur leur chariote de course. Et puis, c'est pas un danger pour la République. Ces jeunes filles en quête d'identité, ces vieilles dames, etc. Et puis d'autres qui ont la nostalgie du Maroc, de l'Algérie, parce qu'ils viennent de ce pays, ou leurs parents, ou je ne sais quoi, etc. Mais c'est ce qui se passe dans la tête des gens qui est problématique. Vous pouvez être un républicain avec un voile, mais vous pouvez aussi avoir des gens qui disent « moi je ne suis pas républicain et je veux le dire avec un voile ». Donc il ne faut pas non plus essentialiser le voile en disant « il est systématiquement l'instrument des frères musulmans ». Il l'est. Il peut l'être, et il l'est véritablement, et c'est contre ça qu'il faut lutter. Donc c'est pas cette histoire de sages qui montrent la lune et d'imbéciles qui regardent le doigt. Il y a beaucoup de gens qui regardent le doigt en regardant le voile. L'idée qu'on puisse par exemple interdire à des mamans, à des mères de famille portant des voiles d'accompagner les enfants dans des sorties scolaires. Mais enfin, au nom de quoi ? C'est pas parce que cette dame porte un voile qu'on va d'un seul coup islamiser la totalité de la classe en sortie découverte, par exemple. Donc on devrait arrêter de s'exciter sur des dossiers comme ça. Et en revanche, être impitoyable en France sur la République, sur nos valeurs, sur la question de l'islam, en disant nous sommes un pays judéo-chrétien et sur un certain nombre de choses, nous ne ferons pas de concessions. Là, on se questionne sur fait-on ou ne fait-on pas une concession sur la possibilité du voile, ou etc. Alors qu'en fait, on fait nombre de concessions sur le pouvoir algérien, sur le fait que Boualem Sansal soit en prison, sur le fait qu'il y ait des influenceurs qui nous invitent, qui invitent quasiment à nous décapiter. C'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Vous avez raison. Sur cette question. Petite pause, Michel Onfray, en face à Michel Onfray. On se retrouve dans un instant. On parlera de l'Algérie, du bras de fer qui continue et de la France insoumise. À tout de suite. Et on se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, une question. Est-ce que la France insoumise est un danger pour vous ? C'est une question qui se pose. Écoutez la réponse de Laurent Wauquiez, invité de nos antennes cette semaine. Et puis je vais surtout écouter la vôtre. D'abord Laurent Wauquiez. On a une explosion de l'antisémitisme dans notre pays. C'est même plus de l'antisémitisme, hein. C'est globalement un discours sur la haine des Juifs qui est alimenté par la France insoumise. La France insoumise a une immense responsabilité. Je considère que c'est le premier danger aujourd'hui pour la République. On a encore vu ce week-end l'attitude incroyable de morgue de Jean-Luc Mélenchon, qui n'accepte même pas de présenter ses excuses sur cette affiche indigne qui reprend les codes du nazisme avec laquelle il s'est attaqué à Cyril Hanouna. Voilà, il faut que tous les Français ouvrent les yeux. Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, est la première menace aujourd'hui pour la République. Vous êtes d'accord avec ce constat, Michel Onfray ? Oui, avec le constat, oui. J'aurais bien aimé que ce ne soit pas avec un personnage qui sort du bois pour faire campagne afin de prendre la tête des Républicains pour pouvoir être président de la République, parce que... Peut-être porte-t-il réellement cette conviction ? Ben, ça aurait été bien qu'on le fasse savoir, qu'il le fasse savoir depuis des années, plutôt que de rester dans son coin. Je crois qu'il l'a dit assez clairement. Oui, mais enfin, il l'a dit clairement cette fois-ci, mais précédemment, enfin, peu importe. Je veux dire, le problème n'est pas là. Mais oui, je souscris à tout ça, évidemment, mais je suis étonné d'une espèce de clémence qu'il y a autour de Jean-Luc Mélenchon qui peut tout dire,
tout faire, qui ne se retrouve jamais au tribunal. Je crois que Éric Zemmour, c'est tout le temps, c'est en permanence. Pierre Castaing, pour un site aussi, c'est en permanence. Voilà, des gens qui sont sans cesse au tribunal pour avoir dit ceci ou cela, parce que ça déplaît. Il me semble que M. Mélenchon a quelques procédures. Oui, des procédures. Vous savez, c'est sur un dossier, et puis comme par hasard, ça descend du dossier, les procédures, on n'y touche pas, il ne se passe rien, et voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est au tribunal, et qu'on puisse entendre des gens se défendre en disant je n'ai pas dit, je n'ai pas fait, je n'ai pas pensé, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Nous, si on commence à dire 2 ou 3 choses, on a tout de suite, on se fait taper sur les doigts. Je ne dis pas par qui, je ne dis pas comment, je ne voudrais pas parler de l'ARCOM ici, mais vous pouvez. c'est quand même assez sidérant de voir que certains peuvent tout dire, certains peuvent tout faire, et les autres rien, et d'autres pas. Et donc oui, je crois qu'effectivement le danger il est là. Et le vrai danger, c'est de dire que le danger n'est pas là, et à côté, il est ailleurs. De dire le danger, il est vraiment ici. Tournez la tête, regardez, c'est ici qu'il y a un problème. Non, je pense que vraiment, il y a des gens qui n'aiment pas la République, qui mettent en cause la République, qui sont des dangers pour la République, qui ne parlent que de la République, et qui globalement sont le parti de l'étranger. Ça veut dire quoi, le parti de l'étranger? C'est dire la France est finie, la France est à détruire, il faut donner les clés de la France aux jeunes Africains, la France est détestable, la France c'est le colonialisme, etc. etc. Et puis, Rima Hassan nous disant l'Algérie, c'est la Mecque des libertés. Il y a eu une époque où les communistes nous disaient la France détestable, Moscou, tellement formidable. On a eu la même chose avec un certain nombre d'intellectuels, j'aurais pas la cruauté de donner leur nom aujourd'hui, etc., mais qui nous disaient la même chose avec les maoïstes, en nous disant l'Occident, c'est pourri, décadence, etc. Et puis, le président Mao Tse-tung, formidable. Il y avait feu Philippe Solers et tous les maoïstes, dont certains sont encore à des leviers importants dans notre société. Alors, Michel Onfray, on va écouter Jean-Luc Mélenchon, qui s'est exprimé lors d'un meeting cette semaine à propos de cette affiche antisémite représentant Cyril Hanouna. Écoutez bien les arguments qu'il emploie, puis vous allez répondre. Regardez le vice de ces gens. Oui, il y a peut-être une allusion, comme ils sont complètement obsédés, qu'ils ont à la maison les collections d'affiches d'extrême droite que leur avaient laissées leurs grands-parents. Ils les regardent tous les 5 minutes. Là, celle-là, je la connais. Pas de bol, nous, on n'a pas ces affiches. On n'est pas au courant. On ne sait pas. D'accord ? 7 jours, ça a duré. Ça fait 7 jours qu'ils nous cassent les pieds avec un visuel qui n'est plus aujourd'hui diffusé que par l'extrême droite et les journalistes. Voilà Jean-Luc Mélenchon mercredi soir en meeting à Brest. Pas au courant, Michel Onfray. Imaginez cet homme au pouvoir tout de même. Imaginez cet homme au pouvoir. Là, il est dans l'opposition. Imaginez cet homme qui trouvait des vertus à Fidel Castro, qui trouve des vertus à la Chine, à la dictature chinoise, qui jadis trouvait des vertus à Poutine. On a oublié tout ça. Je rappelle quand même qu'il vient d'un parti trotskiste et que le trotskisme, comme le Parti communiste français, adhérait au pacte germano-soviétique. Alors quelques-uns, ils peuvent en trouver un ou deux qui étaient contre. Enfin, globalement, la ligne, c'était ça. Donc ce monsieur, quand il parle des grands-parents, alors évidemment, des grands-parents de Blanc, c'est les grands-parents de M. Dupont, de M. Durand, de M. Martin. Mais ses grands-parents idéologiques à lui ont collaboré avec le nazisme. Donc on ne va pas donner c'est chez lui qui a probablement, ou pas forcément chez lui, mais chez le patron de son parti quand il y était, qu'il y avait effectivement des caricatures antisémites dans la presse d'extrême gauche à l'époque, et les caricatures antisémites nazies, comme il a été dit fort justement pour le coup par Laurent Wauquiez, ces caricatures nazies, ça ne le gêne pas. Alors lui, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il sait pas. Connaît pas. C'est un parti gazeux, comme il nous dit. Enfin, c'est un mouvement gazeux. La France insoumise, c'est-à-dire que c'est lui qui décide tout seul. Il jette, il prend, il adoube, il remet un petit peu plus loin, etc. Et il décide de tout. On ne va pas me faire croire qu'il n'y a pas une réunion dans laquelle on a dit allez, une campagne là-dessus, il faut du bruit tous les jours. C'est que Julien Drey dit, qui connaît bien Jean-Luc Mélenchon, dit il n'y a pas un truc qui est fait à la France Insoumise sans que ce soit validé au plus haut niveau. Tous les timbres de toutes les enveloppes, il fait tout dans ce parti. Donc cette campagne, elle a été décidée, voulue, choisie, et voulue pour ça. Quand il nous dit « je ne sais pas », bon, comme ça c'est de la meilleure façon. Je ne sais pas, d'ailleurs, quand on a pensé cette affiche, on ne l'a pas pensé avec les catégories, c'est les autres, c'est les blancs, etc., etc. Puis après, il nous parle de l'intelligence artificielle. C'est considérablement manqué d'intelligence naturelle, parce que l'intelligence artificielle, elle répond aux questions qu'on lui pose. L'intelligence artificielle, si vous lui dites, on rentre les données et on dit « fais-moi une caricature de Cyril Hanouna sur le principe des affiches antisémites des années 30 ». Et l'intelligence artificielle, elle prend les informations qu'on lui donne et elle sort ça. Donc de dire « oh mais c'est l'intelligence artificielle ». Et vous savez, l'intelligence artificielle, c'est Elon Musk. Donc c'est quoi? C'est les fascistes, c'est l'extrême droite. Donc là, c'est pas moi, c'est pas nous. Nous, on est incapables de faire des choses comme ça. Nous, on a toujours combattu l'antisémitisme. Et puis, c'est les autres. Et les vrais fascistes, c'est quoi? Ah, ben c'est la bolosphère, c'est Elon Musk, c'est même le moteur de recherche d'Elon Musk, parce qu'en gros, ils ont gentiment posé une question à quelqu'un dont ils ne savaient pas que c'était Elon Musk, et Elon Musk a méchamment répondu avec une affiche qui, de toute façon, n'a pas été voulue par eux.
Il faut suivre la logique. Hein. Vraiment, très, très il y a juste une logique, c'est l'éructation du personnage. Vous voyez comment il y a quelque chose... Le bruit et la fureur. Sidérant, quoi. Moi, je ne vais pas jouer la carte du... il faisait comme Adolf Hitler, avec des effets de tribune, etc. Il se faisait photographier avec des gestes, des trucs, et une mimique, etc. On a droit à ça, tout de même. C'est dangereux. Cet homme dont la colère est perpétuelle, parce que quand vous êtes susceptible d'être chef de l'État... C'est la raison, l'intelligence qui doivent vous gouverner, et sûrement pas la colère, la méchanceté et le mensonge. Et je renvoie à votre dernier numéro de Front Populaire, qui est fasciste, peste brune, peste rouge. Vous expliquez très, très clairement qui aujourd'hui est fasciste. Ils ne sont pas là où on croit qu'ils se trouvent. Mais absolument, absolument. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais je dis effectivement ce qui caractérise le fascisme en disant, eh bien, étonnamment, ça ne se trouve pas chez Jordan Bardella, je vous le rappelle, RPR des années 70 pour moi, ou 80, mais ça se retrouve chez ces gens qui, effectivement, éructent, sont violents, sont de mauvaise foi, sont dans le mensonge, détestent la démocratie, bordélisent, comme ils le disent eux-mêmes, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire refusent le parlementarisme, refusent les résultats des élections, disent qu'ils ont gagné quand ils ont perdu. Enfin, toutes ces choses-là, c'est la signature de ce qui se présente comme un fascisme. Alors, le mot n'existait pas encore, que la chose existait déjà chez les Jacobins d'avant, enfin du début de la Révolution française. Nous sommes dans une situation pré-révolutionnaire où on instrumentalise un certain nombre de milices. Par exemple, ceux qui occupaient la Gaîté, par exemple, on a là des milices. Quand vous écoutez, quand vous voyez la théorie, et tout ça, je trouve ça étonnant, parce qu'un jour, des historiens diront comment ont-ils fait pour passer à côté de cette situation révolutionnaire en ne la voyant pas, et surtout en disant il y a danger ici, alors que le danger est ailleurs. J'aimerais qu'on parle de l'Algérie. Michel Onfray, avec vous, on est sur CNews et sur Europe 1. Avec cette information qui nous est parvenue d'Alger, notre ami Boualem Sansal a comparu devant le tribunal correctionnel. Le procureur algérien a requis 10 ans de prison ferme à son encontre. Le verdict sera rendu la semaine prochaine. Boualem Sansal a dit « Je n'ai rien voulu faire contre mon pays, j'ai exposé mon opinion ». Il a des charges lourdes qui pèsent contre lui d'après ce pouvoir algérien. C'est une sentence terrible pour vous, si elle était confirmée la semaine prochaine par le tribunal, 10 ans de prison pour un homme de 80 ans. Bon, Rima Hassan, je rappelle, c'est la Mecque des libertés d'Algérie. C'est quand même un tribunal dans lequel Boualem Sansal n'a pas pu se défendre. On lui a dit commis d'office. Un commis d'office, c'est le pouvoir qui vous dit voilà, c'est lui qui va vous défendre. Un avocat, oui. Et l'avocat, c'est un personnage qui est probablement qui fait partie des sphères du pouvoir et qui sera à charge. Donc quand vous avez un avocat qui ne vous défend pas mais qui est à charge, vous vous doutez bien que quand on requiert 10 ans, les 10 ans, ils vont avoir lieu. Ou quelque chose d'approchant. Peut-être qu'on dira 9 ans et demi. À l'âge qu'a Boualem dans l'état de santé qui est le sien, c'est le condamner à mort en prison. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. C'est un citoyen français. C'est-à-dire, il se passe quoi? On a des gens aujourd'hui qui nous disent la France insoumise, il ne faut pas agresser l'Algérie, ils sont gentils, pourquoi est-ce qu'on est méchant comme ça? Je rappelle que, ne serait-ce que ça, je ne parle pas des OQTF, je ne parle pas des influenceurs qui invitent à mettre la France par terre, je ne parle pas des discours de haine que l'Algérie envoie à la France, je ne parle pas de ces phrases qu'on rajoute dans l'hymne pour dire que la France est l'ennemi éternel, etc. etc. J'ai reçu l'autre jour un message de quelqu'un qui me disait « Ah, vous êtes passé du côté obscur de la force de l'Algérie, pays de la liberté, pays de l'indépendance, pays de la grandeur, pays de ceci, pays de la France, pourriture, etc. etc. » Je dis, ah bon, c'est étonnant, que faites-vous en France encore si vraiment l'Algérie, le paradis existe quelque part et que vous ne vous y trouvez pas puisque vous êtes vous-même algérienne. Et donc on a une espèce de silence sur cette question de l'Algérie qui désigne, je disais tout à l'heure, le parti de l'étranger. Il y a ceux qui défendent effectivement l'emprisonnement de Boualem Sansal en disant 10 ans de tôle, ça ne lui fera pas de mal et qu'il sorte en cercueil et ce sera très bien, alors que Boualem dit, je n'ai fait que faire mon travail. C'est pas un espion, Boualem. Moi, j'ai eu la chance de le connaître, de le côtoyer. C'est le plus doux des hommes. C'est le plus amical, le plus sympathique des hommes. C'est le plus tolérant des hommes. Rempli d'humour, rempli de drôlerie. C'est un personnage voltairien. Il n'a pas mis en péril l'État mafieux algérien. Enfin, je veux dire, l'Algérie elle ne devrait pas avoir peur de Boualem Sansal. Elle devrait aussi se souvenir qu'il est moitié français. C'est-à-dire que ce qu'elle fait à ce qu'elle croit être son citoyen, elle le fait aussi à un citoyen français. Le pire aussi, peut-être, dans cette affaire, c'est ce que fait la France. On imagine un travail souterrain de diplomatie. Non, rien du tout. Parce que quand je vois ce que dit le chef d'État, le ministre des Affaires étrangères et tous les autres, ça grenouille beaucoup. Mais vous voulez dire sur les mesures de rétorsion de fermeté par rapport à l'Algérie? Oui, par exemple. Moi, je serais chef de l'État. Emmanuel Macron,
ce qu'à Dieu ne plaise. Je prétendrai aimer les livres, la littérature, etc., en disant je vais au cinéma, je vais au théâtre, j'écris moi-même, j'ai un roman chez moi, etc. Je réponds aux questionnaires de la revue de Gallimard, de la NRF, j'ai 3 volumes de Pléiade sur mon bureau, je suis un homme de lettres, etc. J'en ferai mon affaire personnelle. Et je dirais, vous allez me libérer Boualem Sansal, puis on verra après ce qu'on peut faire ensemble. Et puis ça va être urgent. Et le problème, c'est pas de savoir si on doit répondre, pas répondre, est-ce que ça doit être gradué. Les postes gradués, et comment pas gradués. La graduation, ça commence quand, ça commence où? On dit, oh, je ne suis pas content. Puis après, on dit, oh, je ne suis pas content, je vais vous donner un blâme. Puis, oh, quand je vous aurai donné 10 blâmes, je vous donnerai un avertissement. Et quand je donnerai 50 avertissements, peut-être que je vous mettrai en demeure. Et quand je vous aurai mis 50 fois en demeure, qu'est-ce que c'est que cette démocratie? Je vous assure que les grandes traditions chevaleresques arabes ne fonctionnent pas comme ça. C'est une tradition de guerre. On ne dit pas je ne veux pas la guerre quand les autres ont décidé de vous la faire. Et quand ils ont décidé, eux, de vous la faire, et pas vous, il faut la faire. Ne pas la faire, c'est collaborer, c'est mettre le genou par terre en disant j'accepte. C'est la question de la dimitude. On dit bon d'accord, on accepte. On parlait tout à l'heure du voile, c'est exactement la même chose. On accepte trop de choses un peu partout sur tous les sujets. On n'est pas crédible, c'est-à-dire on est détesté parce qu'on s'est fait détestable. Vous êtes donc sur la ligne de Bruno Retailleau, de grande fermeté vis-à-vis de l'Algérie. Oui, il a raison. Il a été invectivé par la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Bon signe. Si on est insulté par eux, c'est bon signe, c'est qu'on est dans le bon droit, dans le bon sens. Bruno Retailleau, il a un destin, il le sait, il le sent. Les Français sont un peu derrière lui. Et il sait très bien qu'il ne va pas pouvoir rester longtemps dans un gouvernement où le ministre des Affaires étrangères lui dit le contraire de lui, où François Bayrou, lui, veut rester le plus longtemps possible parce qu'il a lui aussi envie d'être président de la République, et où Emmanuel Macron dit mais moi je déteste la France, mon objectif c'est d'assurer ma suite, etc. Donc évidemment, le pauvre Boualem Sansal est un otage, je le rappelle. De la même manière que quand il y a eu des otages en Israël, des otages français en Israël, on a siffloté et on a laissé faire le monde entier et on n'a rien fait. Moi, j'aime les pays dans lesquels un citoyen pris en otage, c'est le pays entier qui est pris en otage. Israël, c'est ça. Vous avez un otage, il est israélien, ou franco-israélien, ou américano-israélien, ou comme on voudra. Il est en partie israélien, l'État est derrière lui. C'est le prix de la politique que mène aujourd'hui Israël. Eh bien, je trouve que c'est très bien qu'on puisse dire, là où il y aura un Français, il y aura la France. C'est le général de Gaulle. Et si on fait ça à un citoyen français, et à Boualem Sansal, c'est à la France entière qu'on le fait. C'est à tous les Français qu'on le fait. Michel Onfray, vous avez raison. Un tout petit mot, j'évoquais tout à l'heure dans mon petit sommaire la question des retraites. On va quand même en dire un mot rapidement. Il y a ce conclave qui est en train de voler en éclats. Qu'est-ce que ça dit du pays qu'on continue à parler sans cesse, sempiternellement de l'âge de départ en retraite, plutôt que de parler de notre jeunesse et de la façon de l'aider à entrer dans la vie? Oui, alors moi, vous savez, je reste un homme de gauche, quoi que disent pas mal de gens, et même à gauche, c'est évidemment pas celle des sociodémocrates, pas celle de Mélenchon, c'est pas celle d'Hollande, c'est pas celle, etc. C'est celle de Proudhon, c'est celle des ouvriers, c'est celle des travailleurs, c'est celle des paysans, c'est celle des gens simples et des gens modestes. Donc moi, je suis pour qu'effectivement, on travaille moins, mais mieux. Le problème, c'est pas le temps de travail, c'est la qualité du travail. Plus personne n'a envie de travailler. Il faut dire que tout est fait pour que les gens n'aient pas forcément envie de travailler. Alors quand on nous sort l'argument de la finance, voire des autres pays, en disant, il y a des, après tout... 67, 65 ans, voilà, il y a d'autres pays où on part beaucoup plus tard en retraite. Il y a d'autres pays aussi où il y a la peine de mort, c'est pas une raison. Il y a d'autres pays où on coupe la tête d'une femme parce qu'elle a couché avec un homme en dehors du mariage, c'est pas une raison. Donc n'allons pas chercher dans les autres pays... Pas en Europe. Pardon ? Pas en Europe, a priori. Oui, non mais l'Europe maastrichtienne, moi c'est pas mon modèle. Je pense que quand on a envie d'argent, et de trouver de l'argent pour faire une guerre par exemple, ou pour aller aider la Chine, la pauvre malheureuse Chine, qu'on est obligé d'aider, évidemment, on a toujours de l'argent. Donc si on veut vraiment trouver de l'argent pour que les retraites soient à 62 ans, et qu'on dise en même temps, en retour, on va repenser le travail. C'est pas possible que les gens travaillent aussi mal dans un tel climat de violence, dans un tel climat d'insécurité, d'incertitude, que les gens n'aient pas envie de travailler. Moi, ça va, j'adore ce que je fais, donc je peux travailler 10 heures par jour, c'est pas gênant. Mais je comprends très bien que des gens disent, moi, j'ai pas envie de ça. On peut pas d'un côté dire, on va détruire la valeur travail, et puis de l'autre côté dire, il faudrait que vous travailliez tout de même. Ce sont les mêmes qui détruisent la valeur travail depuis des années, depuis post-68 art, jouir sans entrave, etc., qui nous disent, ce serait quand même bien que vous puissiez y aller. C'est la même chose avec la sexualité libérée, etc. Puis on dit, ce serait quand même bien que vous fassiez des enfants, parce que d'un point de vue démographique, il faudrait savoir.
Est-ce que la sexualité est libérée? Il faut faire des enfants? Est-ce que le travail est un vice et il faudrait quand même travailler, etc. Ça suppose une grande politique générale. C'est pas drôle le travail pour plein de gens. Donc il faut aussi donner à des gens qui travaillent, pas seulement. Alors d'abord des conditions de dignité, des conditions de flexibilité. Il y a des gens qui veulent travailler un peu, d'autres beaucoup, des gens qui veulent travailler le week-end, des gens qui veulent mettre le paquet pendant 10 ans et puis qui veulent se reposer ou je ne sais quoi. Enfin, et puis qu'on arrête aussi de faire du social avec tous les autres et pas les Français. On commence à se dire comment est-ce qu'on peut repenser le travail pour redonner le goût du travail, le goût de l'effort, même à l'école, ne serait-ce qu'à l'école. Si nous commencions par apprendre déjà par l'école. On n'est jamais violoniste, par exemple, concertiste planétaire. Si on ne bosse pas 10 heures par jour. Beaucoup travaillé. Et ben voilà. Michel, un petit mot de l'évacuation de la Gaîté Lyrique. C'est ce théâtre parisien qui a été occupé pendant 3 mois par des sans-papiers, des jeunes hommes qui étaient très accompagnés par des associations pro-migrants. On va juste écouter le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, parce que c'est finalement la préfecture de police qui a procédé à l'évacuation. La mairie et la préfecture s'étant renvoyé la balle pendant de longs mois. Écoutez ce qu'il a dit à propos de ceux qui étaient dans ce théâtre. Ce sont des personnes qui se disent mineurs isolés, mais qui, pour la plupart d'entre eux, encore une fois, on ne connaît pas exactement la composition des 450 personnes qu'il y avait au plus haut, au plus fort, à l'intérieur du théâtre de la Gaîté Lyrique. Donc certains étaient déjà partis, d'ailleurs. Une grande partie d'entre eux se disent mineurs isolés, mais en réalité, ils ont déjà été évalués par les services sociaux de la ville de Paris, et beaucoup ont été reconnus majeurs, et beaucoup effectuent des recours devant le juge des enfants pour contester évidemment cette reconnaissance de majeur, ce qui généralement intervient assez rarement. Très, très souvent, le juge des enfants confirme l'appréciation qui est faite par les services sociaux des départements et de Paris, en l'occurrence à Paris. Pour le préfet de police de Paris, sur les 450 personnes qui étaient présentes au théâtre de la Gaîté Lyrique, 6 seulement ont accepté les solutions de logement proposées par les autorités. D'abord, je crois qu'il y a une milice qui est mise en place par un certain nombre de gens qui se disent c'est formidable de disposer ici, là ou ailleurs. On a des milices à prétexte écologiste, on a des milices à prétexte immigrationniste, où il s'agit d'être violent, agressif, de traiter de fasciste un journaliste qui est là et qui essaie de faire quelques images. Moi, j'aime bien la cohérence, la congruence. On défend des idées. Tous ces manifestants-là qui étaient là dehors en disant fascistes, les autres racistes, etc. Je ne sais pas combien il y en avait, mais imaginons qu'il y en ait 300. Chacun en prend un chez lui. C'est formidable. Ça a de l'affaire à régler. Donc je dis, il y a des philosophes qui sont généreux avec le sang d'autrui. Il y a des gens qui sont généreux avec l'argent d'autrui. S'il y a des gens qui pensent ça, eh ben, qu'ils accueillent chez eux des gens qui sont sans domicile, plutôt que de dire on va demander aux Français moyens, qu'on ponctionne déjà beaucoup, que des impôts permettent de loger des individus qui, etc., etc. Non, on commence par ça. C'est la même chose avec l'Église, avec le Vatican. C'est-à-dire que Jean-Paul II, qui ne veut pas de frontières... le pape François ne veut pas de frontières. Mais pourquoi il y a des frontières au Vatican? Et pourquoi ces frontières elles sont gardées avec des hallebardiers suisses? Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rentrer comme ça si vous dites « Ah, mais le pape, il n'aime pas les frontières. Moi, je rentre, je voudrais aller faire un petit tour dans le Vatican. » Ça ne va pas le faire. Donc, ou vous défendez la disparition des frontières, et dans votre petit État du Vatican, vous supprimez vous-même les frontières, ou vous voulez un accueil généralisé, mais vous ne dites pas c'est les Français qui vont payer l'accueil des autres. Vous dites, moi, je vais les accueillir chez moi. Et à ce moment-là, si les gens de gauche étaient de gauche, vivaient vraiment une vie de gauche, si les écologistes vivaient vraiment une vie écologiste, je vous assure qu'on n'aurait pas besoin de demander toujours à autrui le changement de la société pour faire primer ses idées, alors qu'il suffit juste de commencer soit par l'accueil d'autrui, et là, pour le coup, on est à la hauteur de ses propres idées. On se retrouve, Michel, face au problème de l'immigration non contrôlée. Là, on est toujours sur la même problématique. Oui. Les lois se succèdent et les flux migratoires ne s'inversent pas, bien au contraire. Ce qui me sidère, mais ça me sidère à peine, mais c'est que la gauche puisse accepter ça en disant mais nous on est généreux, regardez, on a 500 personnes, 300 personnes pour 3 toilettes. Ça veut dire que les gens ne se lavent pas, sont sales, sont malpropres, etc. Ça ne les gêne pas. Des gens qui dorment par terre, ça ne les gêne pas non plus. Des gens qui sont précaires et qui ne font rien de la journée et qui sont là avec leur téléphone portable, parce qu'ils ont un téléphone portable, ça ne les gêne pas non plus. Moi je suis pour l'accueil, mais pour un accueil digne. On ne peut pas dire venez, il n'y a aucun problème. On ne peut pas dire à des gens j'invite 500 personnes à dîner alors que vous avez fait à manger pour 20. Ça veut dire que vous allez frustrer des gens. Vous avez des gens qui vont être pas contents, qui vont être mécontents, malheureux, etc. Donc là, c'est exactement la même chose. Que peut-on en termes d'immigration? Disons-le. J'écoutais une petite vidéo de quelqu'un qui posait des questions. Il n'était pas du côté des manifestants, hein. Et le type qui répondait aux questions, il dit mais combien de migrants on peut accueillir? Il dit, vous me posez une question d'extrême droite.
Il y a des questions d'extrême droite oui, maintenant. ça. Moi, je pensais qu'il y avait des réponses d'extrême droite à des questions. C'est ce qu'avait dit M. Mélenchon, on n'a pas le droit de poser de questions. Eh bien, c'est ça. Donc là, on se dit, est-ce que vous ne pourriez pas imaginer ce que peut signifier l'immigration? Pas tout le monde, pas personne. Et puis arrêtez de nous faire croire que des gens souvent illettrés sont des chirurgiens, sont des avocats, sont des architectes, et que c'est la vérité de la France de demain, qu'il faut une créolisation, et que vous avez là le sel de la terre, etc. C'est pas exactement ce que les gens voient. Quand on a eu sur les plateaux de CNews, d'ailleurs, cette pauvre dame qui avait un restaurant à côté. Je crois qu'elle est d'origine maghrébine et que son mari est malien en plus. Hein. Et ils se sont fait traiter de fascistes, de nazis et de racistes, tous les deux. Et qui ont dit, mais ils nous ont maltraités, ils se sont comportés comme ceci ou comme cela. Des gens qui disent, j'aime tellement la France que je suis venu parce que j'ai lu Victor Hugo et je voudrais contribuer à l'effort de ce qui fait le génie français, etc. C'est pas du tout ça. Haine de la France, haine de, etc. On a vu les textes qui ont été écrits, les graffitis et les tags qui ont été laissés dans cet endroit. Donc Mélenchon instrumentalise ces milices, comme il instrumentalise des milices écologistes sur les bassines, sur les autoroutes qu'il faudrait fermer ou je ne sais quoi, sur les allongements de lignes TGV ou ce genre de choses. Faisons garde voyons ce qui se passe là. C'est comme avec les Black Blocs, tout ça sans mauvais. Bien sûr. Restons les yeux grands ouverts. Merci à vous, mon cher Michel Onfray. C'est passé très vite. C'est la fin de Face à Michel Onfray. Bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine.